Donne-le aux personnes qui étaient pas là. En général, on ne fait pas les rencontres le dimanche, mais il y a toujours une dérogation pour toi, Nourit. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, on est une boutique et on existe depuis 18 ans. On est une boutique de DVD. Aussi, on élargit ça aux livres, au vinyle, au poster. On essaie de cultiver quelque chose autour de la cinéphilie. Et on reçoit une fois par semaine des réalisateurs, des réalisatrices, des écrivains, écrivaines, critiques. Et on a reçu régulièrement Nourit Aviv, qui nous fait l'amitié de revenir. Alors cette fois-ci, pas pour un film, j'ai envie de dire pour des films, mais surtout pour un livre. Un livre qui a ce beau titre, Filmer la parole. C'est ton éditeur qui a choisi ce titre. Donc, l'éditeur Philippe Thureau d'Angin, qui est des éditions Exil. Alors, c'est un ouvrage qui a été, que je n'oublie personne, dirigé, parce que ça va être important, parce que ça va me permettre de présenter Marianne. C'est une édition établie par Claire Buchbinder, qui est Buchbinder, voilà. Il faut être précis sur les accents, hein, avec le concours de Marianne Dautray, donc, qui est là. Merci Marianne de venir. C'est toi qui vas animer la rencontre, donc je te passer le relais. Et de Nathalie Georges Lambricht. Avant de te passer la parole, Marianne, je précise, donc Marianne Dautray, que tu es traductrice de l'allemand, que tu es critique, tu es éditrice. Et puis je crois que tu connais sur le bout des doigts l'œuvre de Nourit, et surtout tu fais un article magnifique, une introduction à l'ouvrage qui s'appelle « J'ai fait un rêve ». Et donc qui est une très belle porte d'entrée, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un ouvrage c'est une sorte d'ouvrage somme. Je trouve que c'est important aussi dans la carrière d'une cinéaste d'avoir ces ouvrages-là qui sont vraiment des pierres comme ça, qui permettent des pierres ou des portes qui permettent qui nous proposent des portes qui nous permettent d'avoir accès à tous tes films, à toute ton œuvre, avec plein de participations. Donc voilà, je ne veux pas trop déflorer le... Ah non, mais alors attends, alors Nourit, parce qu'on enregistre le son. J'ai dit qu'on a commencé par un moment donné, on a décidé là, mais il y a quelques films qui étaient faits avant, mais parce que comme ça s'appelait Filmer la parole, on a commencé par le film dans lequel il y a ce style qui s'est mis, qui s'est dessiné, qui s'est mis en place. Filmer la parole. Donc ça commence par, je crois, circoncision. Oui, ça commence par circoncision. Et juste pour le cadre, la discussion est ouverte. On se donne pas de limite de temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après la discussion, il y aura la dédicace. Donc pour ceux qui n'ont pas encore ton ouvrage, Nourit, tu te feras un plaisir de le dédicacer, je le précise, d'accord ? Ou le livre ou tes films. On a plein de DVD de lettres errantes. Voilà. Marianne, je te donne le relais, je te donne ce micro-là. D'accord. Merci à tous d'être là. Alors je ne vais pas exactement présenter Nourit parce que je pense que vous la connaissez déjà beaucoup. Je vais juste faire une remarque qui m'amusait en fait. Parce que j'étais là au Forum des images, j'étais là au MAGE, et j'ai entendu quelque chose qui m'a fait sourire, c'est-à-dire qu'on présentait Nourit avec des chiffres mirobolants. Et je me souviens notamment au MAGE, donc ça a commencé par 97 films comme chef-op, 17 documentaires, etc. Les chiffres se succédaient les uns aux autres et ça m'a fait sourire et ça m'a fait penser à une manière de décrire les gens qu'on trouve par exemple dans les livrets de Mozart ou avec Leporello qui énumère le nombre de maîtresses de Don Juan, ce qui a donné lieu d'ailleurs au Leporello, hein. Avec Figaro qui mesure sa future femme Suzanne et qui compare les mesures de sa future femme Suzanne au lit qu'il vient d'installer dans sa chambre pour voir si tout ira bien. Donc ça m'a fait d'autant plus sourire que Nourit a un usage des chiffres.
mais pas cet usage-là qui est descriptif et très rationnel, et qui n'a pas toujours donné des bonnes choses par la suite, parce que décrire les gens par des chiffres, on sait aussi, et par des mesures, on sait aussi ce que ça peut donner. Donc l'usage des chiffres de Nourit est vraiment exactement à l'inverse, et il ne décrit pas, il indique. Il révèle quelque chose qui existe, qu'on ne voit pas, il crée des correspondances, en fait. Donc il reste un code secret, et il révèle, alors j'emploie toujours les verbes à l'intransitif, parce que ce qui révèle, c'est une autre paire de manches. Donc ça, on verra ensemble. Mais surtout, ils sont un principe d'ouverture, justement, et pas de définir quelqu'un ou quelque chose. Ils sont un principe d'ouverture vers quelque chose un peu rêvé, en fait, vers des correspondances un peu à la Baudelaire, et plus généralement vers du poétique, en réalité. Donc ils ont, dans les films de Nourit, on l'entend parfaitement bien, ils ont une fonction qui est comparable à celle des lettres, qui est comparable à celle des mots aussi, en fait. Et ils indiquent des rites. Donc ça, alors Catherine Cocchio l'a très bien dit dans la masterclass qu'elle t'a consacrée au Forum des images. Et donc ici, maintenant, pour la première fois, après les 97 films comme chef opératrice, après tous les documentaires, après etc., puis les films, les courts-métrages, un livre. Donc un livre unique, mais qui rassemble tout, presque, t'as dit. Qui rassemble tes films à toi, ceux que tu as réalisés, et puis, cette chose très belle, en fait, la manière de tes films aussi, d'une certaine manière. C'est presque un livre à toi, pas tout à fait. Tu l'as fait avec Claire, tu l'as conçu avec Claire. Ensuite, nous, Nathalie et moi, on est arrivés en route après. Mais quand même, c'est bien la manière de tes films, c'est bien cette invitation à la parole faite à l'autre qu'on retrouve dans ce livre, hein, et qui se produit et dans tes films, mais qui se produit dans l'entour de tes films. Et ce livre parle de l'entour de tes films, puisque les gens qui regardent tes films sont invités également à prendre la parole sur tes films. Et ce qu'il y a dans ce livre, ce n'est pas tout, mais entre autres, c'est la trace de ces prises de parole après les films. Alors la chose très belle, et c'est quelque chose que tu dis toujours, ce sont des amis, tu dis. Donc il y a quelque chose, c'est une parole amie, en tout cas. Ça, est-ce que tu peux t'arrêter dessus un petit peu ou pas du tout? Alors, un de tes premiers films commence comme ça, où tu parles de Hannah Arendt. C'est ça. Voilà. Qu'elle a dit, c'est-à-dire, si je ne sais pas si je fais par cœur, mais j'ai un livre où c'est marqué. Ah, peut-être, oui, c'est ça, peut-être. Attends, il est à côté de toi. Non, le Arendt, maintenant, tout est tombé. Attends, reste. Non, reste. C'est toi qui dois parler. Et tu crois que c'est dans les livres, Arendt? Oui. Oui. Et parce qu'il y a aussi dans notre livre... Ça a même été retraduit par Bibi. De toute façon, ce qu'elle dit... je laissais comme ça en allemand, sa tonation. Dass die Nazis unsere Feinde waren. Ah oui. Dass die Nazis unsere Feinde waren. Das wusste ja jeder. Quelque chose comme ça. Que les nazis étaient nos ennemis, ça, chacun le savait. Chacun d'entre nous le savait. Oui. Mais les problèmes, ce n'étaient pas les ennemis. Les problèmes étaient les amis. Et que les amis, elle parle, qu'il y avait un vide autour d'elle. C'est-à-dire que c'est les amis. Et c'est ça qui l'ont abandonné. Qui ont abandonné. Elle parle du vide. Hein, elle parle du vide. Elle parle des amis intellectuels, même, très précisément. Oui, c'est vrai. Tu veux que je le lise Oui, j'aimerais que tu lises. Ouais, je vais le lire. Ça me dit qu'on aurait dû faire un bilingue. Mais moi, l'autre livre,
Il est bilingue, je crois. Le livre qui a accompagné les coffrets, oui. Et ça, on aura deux. Voilà. Le problème qui nous touchait personnellement n'était pas ce que faisaient nos ennemis, mais ce que faisaient nos amis. Ce que nous avons vécu à l'époque de la vague de la mise au pas, laquelle fut en réalité plutôt volontaire, fut volontaire. En tout cas, personne ne subissait encore le joug de la terreur. Ce fut avant tout un abandon soudain. C'était comme si un vide se formait autour de nous. Or moi, qui vivais dans un milieu intellectuel, je fréquentais aussi d'autres personnes. Et j'ai pu constater que cet abandon était pour ainsi dire de règle chez les intellectuels et non chez les autres. Cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. Voilà. Tu veux les lire en allemand? Non. Je l'ai trouvé. Bon. C'est trop petit pour moi. D'accord. Mais moi, c'est marrant parce que comme elle a fait cet entretien, j'entends la musique oui. de son intervention. Il ne faut pas que je l'oublie ici, je les laisse là, mais il ne faut pas que je les laisse. Il faut veiller que je l'amène avec moi, hein, parce que c'est le seul que j'ai. Il me semble que... Attends, c'est noté. 62, je dirais. 62, je crois, mais... C'est en fait à la télé. C'est à la télé, c'est une interview télévisée. Ouais. Que j'aurais pris dans mon film Vaterland, que j'aurais pris comme tel. Bon. Donc en fait, c'est comme un pari, toi, que tu as fait. Tes amis et des intellectuels. Ah, c'est-à-dire qu'après, j'ai dit dans le texte, moi, c'est-à-dire c'est dans le film Vaterland, que moi, je voudrais aller voir, c'est-à-dire elle est dessus de ses amis, et moi, j'ai dit, je veux aller voir mes amis allemands. Parce que mes amis allemands, qui sont aussi dans le film, c'est eux qui m'ont fait découvrir, comment dire, ils m'ont fait, c'est pas assez exagéré, mais ils m'ont fait découvrir la juive allemande que j'étais, en fait. Oui. Et que je savais pas que j'étais aussi allemande, mais je savais pas non plus que j'étais aussi juive. Je crois que c'est là, face à eux, c'est Hans Tischler, on vient de parler de lui, qui est venu, qui m'a dit, tu as lu ça, et il est toujours venu avec des écrivains juifs allemands. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en Israël, il n'y avait pas une rue Kafka, il n'y avait pas une rue Freud, il n'y avait pas... c'est-à-dire, il n'y avait pas. Hein. Et les gens que j'ai découverts avec mes amis allemands, et parce qu'ils étaient pas sionistes. Hein, donc, parce qu'en Israël, le nom de rue, on trouve toujours le nom de rue de sionistes, et parfois de gens très... pas importants, qu'on ne connaît pas, mais qui étaient juste... qu'ils étaient actifs dans le sionisme. Donc, et la rue... je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une rue Kafka. Hein. Oui, c'est incroyable. Oui. Et je crois qu'à Haïfa, il y a un grand truc Freud, mais il n'était pas là jusqu'à il n'y a pas longtemps. Einstein, par contre, on a décidé qu'il était assez sioniste pour y être. D'accord, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puisque tes films te révèlent à toi aussi. Mes films me révèlent à moi? Oui. 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 Donc, maintenant, je vais ouvrir le livre avec vous, pas simplement... donc, on a dit que j'avais fait le texte d'ouverture, mais surtout, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, il est extrêmement intéressant parce que... Excuse-moi, je peux te déranger je t'en prie. À propos de Vaterland, parce que comme il s'agit du père et que on ne sait pas si c'est leur père ou mon père, mais c'est que, à propos de chiffres,
qu'en fait, je crois que je le raconte quelque part, mais en fait, je voulais vraiment tourner le 12 novembre, qui était l'anniversaire de mon père. Donc, c'était prévu pour le 12, mais j'ai reçu les OK d'Arte le 9, qui n'est pas n'importe quoi. Le 9 novembre, c'est la nuit de cristal, et c'est la réunion de l'Allemagne, je crois, non? Oui. Donc, j'ai reçu le 9, et je ne pouvais pas commencer le 12, parce que le 9 était un vendredi, et je ne pouvais pas être prête pour lundi. Et du coup, j'ai renversé les lettres, j'ai tourné le 21. Et je crois, évidemment, que si je n'avais pas tourné le 21 exactement à l'heure que je tournais, ça n'aurait pas été le même film. Parce que j'ai tourné un plan de 30 minutes de la S-Bahn. Mais déjà, les plans, parce que quand Arte m'a dit qu'ils veulent faire une soirée théma sur le deuil, ils savaient, de 30 minutes, parce qu'il leur restait 30 minutes. Mais ils ne savaient pas que 30, on dit en hébreu, le shloshim, le 30, c'est les 30 jours de deuil. Et ça a été, bon, c'est encore le hasard objectif, n'est-ce pas? Et quand j'ai décidé, bon, que je vais filmer la S-Bahn, hein, c'est la ligne des RER et les amis vont être collés dedans. Ils sont collés vraiment par un moyen cinématographique. Je n'ai pas voulu faire comme s'ils sont dans les trains. Après, c'était tellement bien qu'on peut croire qu'ils sont dans les trains, mais je n'ai pas fait exprès. Je pensais qu'on va voir tout de suite, mais d'accord. Mais je dis, je prends 2 stations. Je prends 2 stations. Évidemment, j'ai choisi par leur nom, Ostkreuz, Westkreuz. Et je prends donc de Ostkreuz à Westkreuz. Et ça prend exactement 30 minutes, peut-être 29. Non, c'est vrai, parce que c'était pas 30, 29 quelques secondes. Donc, mais j'ai choisi au pif, hein, parce que par rapport à leur nom, Westkreuz, bon, la croix de l'Est, la croix de l'Ouest. Hein, bon. Et en plus, j'ai pris le train de l'Est de l'Ouest à l'Est. À l'Est, en fait, oui. De manière, je ne sais pas. Parce que peut-être les Juifs sont partis dans ce sens-là. Vers l'Est. Mais en fait, le plan, il va à l'envers, dans l'autre sens. Pour des raisons cinématographiques. Bon, que je ne vais pas, mais... C'est dit pourquoi, en fait, parce que moi, ouais. Tu t'es demandé? Ouais. Déjà, ce qu'il faut dire, mais c'était aussi... mon père, en fait, c'était pas lié, parce que c'est comme si c'est évident que les Juifs sont partis. C'était pas l'idée au départ. C'était mon père, qui était de Berlin, qui m'a raconté qu'il pouvait acheter un billet et pendant 2 heures, il pouvait rester dans le train. Et qu'en effet, une station c'est là, elle est sur la ligne que j'ai prise, c'est la ligne que mon père, parce que j'ai vu où il a habité, et il a dit pendant 2 heures, donc il était très content comme enfant, il est resté pendant 2 heures, et il allait dans tous les sens pour prendre, donc je savais, et j'ai choisi aussi un train, c'est-à-dire un wagon, qui est un ancien wagon, et pas parce qu'il y avait les deux à la fois, à cause du son. Parce que je me dis, c'est le son que mon père a entendu quand il était dans le wagon. Mais ce n'était pas du tout l'histoire des Juifs. Hein. Après, l'histoire des Juifs s'est collée dessus. Mais ce n'était pas au départ, c'était plutôt rentrer dans... Bon. Et j'ai payé 30 minutes. Malheureusement, j'aurais bien voulu 2 heures, mais Arte m'a donné 30 minutes. Voilà. Non, parce qu'on voit Berlin par les vitres. Et la chose très intéressante, c'est que Berlin est très marqué encore à cette époque par l'histoire, en fait. Oui. Il y a Zischler qui dit, voilà, la part fantomatique, la part des fantômes, en fait, est encore très, très présente dans la ville. Et on le voit par la fenêtre. Et je te demandais, parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert Berlin-Est, tout à coup, je me suis rendu compte que là, l'histoire était encore plus présente. Parce que Berlin-Est a été moins détruit. Par ailleurs, l'État allemand... Est-allemand avait moins détruit parce qu'ils n'avaient pas un rond, en fait, ni pour détruire, ni pour rénover. Donc, toute la part fantomatique de l'histoire était complètement présente. Mais ça, j'ai senti moi aussi à Berlin. Et on le sent, voilà, et on le sent dans ton film, en fait. Et oui, je crois. Oui, vraiment. Sent, oui. Et je pense par rapport à moi, je pense les murs de Berlin qu'on a détruits et tout le monde était très content de détruire. Moi, je l'aurais laissé.
Moi, je crois que ça aurait été fantastique de laisser un mur comme tel, qui n'est plus les murs où on ne peut pas passer. C'est-à-dire garder les murs et savoir qu'on peut passer d'un côté à l'autre. Mais c'est-à-dire tout de suite détruire un mur. Je pensais que ça aurait été beaucoup mieux de laisser. Ouais. Mais bon, ils ont tout détruit, même le palais de la République. Ouais, c'est ça. Regardez les lampadaires. Les lampadaires de l'Est sont restés à l'Est, ils n'ont pas changé les lampadaires. On voit la différence, c'est quand on est Ah oui. à l'Est et à l'Ouest. Mais maintenant, ils changent. Les lampadaires au centre de la rue. Les lampadaires, ouais. Ah oui. les réverbères, pas les anciens. Donc, entrons dans ce livre. Oh ben non, pas pardon. Au contraire, t'es là c'est toi qui dois parler, c'est pas moi. Donc, on va rentrer dans ce livre. Chaque film est traité séparément. Donc, on avance de film en film. On commence par Circoncision, et ça, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui. On finit par celui qui était à l'époque ton dernier film, Lettre errante, en 2024. Mais c'est déjà plus ton dernier film, puisque tu viens d'en réaliser un court récemment, là, qui s'appelle Son portrait, mon portrait. Et on y reviendra parce que tu viens de raconter comment Vatersland t'a révélé comme étant juive et anciennement européenne. Mais tes films sont aussi des autoportraits de toi, de même qu'on voit qu'il réveille chez chacun des choses très intimes. Et je crois que Jacques Lézra est là et en fait état dans son texte, également dans le livre, et c'est très émouvant. Enfin, voilà, ça se joue toujours à un niveau très très intime, et ça joue sur toi aussi, en effet. Donc, voilà, ça s'arrête donc à Lettre errante, et après, il y a un très beau texte de Éric Laurent. Lettre errante. Il y a la lettre de Gershom Scholem qui hante un peu tout le livre, et qui sans doute t'a hanté toi-même quand tu faisais tes films, mais ça on y reviendra peut-être ou pas, parce que c'est très compliqué. C'est surtout pour le film Langue sacrée, langue parlée. Langue sacrée, langue parlée, absolument. Il a initié peut-être Ouais, donc on en parle très vite, en fait, quand même un peu. Et Circoncision, ouais. Circoncision était lié aussi à Circonfession de Derrida. De Derrida, oui. Et puis, ça finit sur tes fenêtres, à toi, sur des photographies, sur le silence, en fait. C'est toi qui m'as révélé les silences. Alors, c'est le fait qu'on s'arrête sur c'est ça que tu as dit. On s'arrête sur les photos et du coup on est des fenêtres, on est silencieux parce qu'on regarde les photos. On va pas recommencer. On peut recommencer, ça va. C'est pas un numéro. Donc attends. Donc on passe des seuils, un peu, comme dans tes films, en fait, des seuils. On avance... Tu sais que seuil, c'est dit saf. Oui. Le seuil, c'est saf, et la langue, c'est safa. Hein? Donc saf, safa. J'ai dit que tu vas le faire quand même. Hein? Ouais. Hop. Oui, c'est bon. Je peux. Non, c'est bon. Donc, tu veux que je tienne? Non, c'est bon. Donc, ça finit donc par un texte de Éric Laurent qui parle du silence. Et on avance dans ton livre dans quelque chose où s'affirme le poétique, en fait, de la langue et du traitement de la langue. Et Éric Laurent le dit très bien, il commence par te citer, et il parle d'un élargissement de la conception des langues. Donc il s'est passé quelque chose entre le début du livre et la fin du livre, où de film en film s'affirme quelque chose et se met à l'épreuve, en fait, plus que s'affirme, dans la parole de chacun et dans la rencontre, en fait, entre les paroles de chacun. C'est dans l'entre les paroles et dans l'entre les films que se construit cette chose très très bouleversante, qui est une espèce d'élargissement de la conception des langues.
Alors moi, je te faisais remarquer que c'était très important aujourd'hui, dans la mesure où il y a des gens qui prétendent rétrécir et appauvrir nos langues, voire à barrer certains mots du vocabulaire et à les supprimer. Bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant et ça nous aide pas pour comprendre tes films, mais quand même, c'est très important. Ça leur redonne une actualité encore plus brûlante. Voilà, et je vais donc, c'est un élargissement qui, chez Éric Laurent, ouvre sur quelque chose de l'infini, mais qui, et peut-être tes fenêtres aussi jouent un rôle là-dedans. Et je vais lire Éric Laurent, qui dit « Nourit fait entendre le silence fondamental au cœur des langues, leur point d'immobile, leur trou et le lieu où vient s'inscrire la lettre. En un sens, la lettre n'est pas faite pour transcrire par des graphèmes la langue parlée. Les lettres indiquent le trou des langues par lequel le sens fuit. Comme elle le dit, la lettre est une fenêtre sur un passé lointain, sur l'interprétation à l'infini. » Donc il y a un jeu de construction, déconstruction qui est à l'œuvre de film en film. Donc situons-nous, puisqu'on est dans ce livre qui embrasse, situons-nous entre les films, entre les paroles des uns des autres. On passe des langues au souvenir de langues oubliées, des langues présentes au souvenir de langues oubliées dont il reste le souvenir du rythme, dont il reste quelques mots, avec des mots qui restent. On passe des langues vocalisées aux langues qui ne sont plus que souffle et signes. On passe des langues donc de la langue des signes, on passe des textes à la lettre, et on finit donc dans le silence. Et finalement, ton dernier film, Son portrait, mon portrait, est un film muet, silencieux, absolument silencieux. Enfin, non, il y a des bruits de plein de choses, mais en tout cas pas de paroles, quoi. Et ça, c'est... Bon, c'est une grande différence, tu es oui, d'accord, oui, entre silencieux, absolument, muet, absolument. Pas mais parole. Tu avais déjà un petit court-métrage, Allenby Passage, qui était d'une certaine manière muet, mais pas du tout silencieux non plus, où on entendait le bruissement des langues tout autour, quoi, et des paroles. Donc c'était un travelling, un long travelling, un long plan séquence. Le long des façades, je te laisse le raconter un peu. Oui, les longues de façades de la rue Allenby, dont je prie, ça s'appelle Passage, donc c'est pas les passages Allenby, mais Allenby, un passage de la rue. C'était un passage de la rue de 5 minutes parce que j'avais de nouveau la contrainte que j'aime beaucoup, parce que la contrainte de Vaterland de 30 était parfaite, et là j'avais la contrainte de 5 minutes parce que en fait il y avait 20 réalisateurs qui étaient invités pour faire 5 minutes sur un lieu comme ils veulent, et moi je fais donc ces plans séquences qui est un faux plan séquence, mais ça il y a une petite ça, c'est ton secret. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai raccourci la rue. Parce que de là où je voulais jusqu'à là où je devais aller, ça faisait plus que 5 minutes. Donc, j'ai trouvé un endroit jusqu'au lequel je suis allée, sur une chaise. Et après, j'ai recommencé. J'ai coupé et ça c'est mal fait. Du coup, ça se voit. C'est-à-dire, c'est mal fait au montage et du coup, ça se voit. Mais ça se voit pour ceux qui voient. Mais du coup, why not? C'est-à-dire que je n'essayais pas. Mais c'était de 5 minutes, oui. À propos de 30 minutes, 5 minutes, je dois dire que mon film, traduire, il dure 70, parce que je commence avec la 70. Je commence avec la 70, donc ce 70 sages. Et bien que dans la tradition juive, c'est 72, mais je fais les 70 parce que ça fait 70. Je suis arrivée à faire, mais ça s'est fait tout seul. Je voulais 70 et ça faisait 70. Là, c'est le film traduire. Donc il y a comme ça un peu les chiffres qui sont derrière. Hein, en effet, comme tu dis. Et comme Catherine qui est là, elle le disait aussi. Qui est arrivée comme... Mais voilà, alors... Oui, donc, oui, de quoi je dois... Oui.
Oui, on parlait d'Allenby Passage. Oui, c'est ça. Qui commence avec une citation de Benjamin, peut-être. Tu peux la lire et que c'est avéré. En fait, c'est une citation de Benjamin en Scholem. Donc, donc elle date de 1935. Elle est dans la correspondance, effectivement, à Gerhard Scholem. Et il lui parle du projet, de la tentative de retenir l'image de l'histoire dans les cristallisations les plus obscures de l'existence, dans ses déchets, en quelque sorte. Et pour moi, c'est-à-dire que pour moi, j'ai eu cette phrase, c'était très concret, c'était par rapport à cette partie de Allenby qui est très délabrée. Et en fait, enfant, je suis allée avec mon père, parce qu'il y avait beaucoup de magasins de photos, et j'accompagnais mon père. Donc, Ton père qui était photographe. Mon père qui était photographe. Et j'accompagnais mon père et je me rappelais de cette partie-là de mon enfance de Allenby. Mais il n'y a rien de ça dans le film. Mais ce qui est intéressant, que quand j'essayais juste pour essayer une autre bout, ça donnait rien. Mais il y a rien. C'est-à-dire, c'est une histoire d'atmosphère, n'est-ce pas? On n'est pas loin d'atmosphère. Et c'était quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais cette partie-là, il y avait les plans. Hein. Et je dois dire aussi, par rapport à Vatersland, que pour assurer le coup, parce que faire qu'un plan, bon, peut-être ça peut être mieux, Vatersland fait les lendemains exactement le même trajet. Exactement, la caméra était exactement au même lieu. C'était nul. C'est-à-dire, tous les miracles qui arrivaient la veille, la femme, il y a une femme en vert avec les 3 néons qui rentrent par hasard dans les cadres, etc. Bon, il n'y avait pas. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce que c'est. Mais c'était ce moment-là. Hein. Et avec Allenby, j'ai essayé un autre bout d'Allenby. C'était... J'étais pas... comment dire... C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est ce que je tourne qui me fait bouger ma caméra. C'est-à-dire que c'est presque avec la même chose avec le film de Liliane Clapiche, la peintre. Et je lui dis, tu étais formidable. Elle me dit, c'est toi qui as fait les films. Moi, je dis, non, c'est toi, etc. Et en effet... c'est vraiment dans la relation. Et on sent fort la relation. Enfin, on sent, je crois. Moi, j'ai senti fort la relation quand je filmais avec elle. Et même, j'étais vraiment émue au moment où je tournais. Mais c'est elle qui a fait bouger ma caméra. Je suis convaincue. C'est-à-dire, la caméra allait là où elle devait aller, comme dans Allenby. Elle allait là où elle devait aller. C'est moi qui fais tout. Et dans les deux cas, hein, dont je parle de deux plans en séquence comme ça, oui. Que va savoir qu'est-ce qui t'amène à faire, et dans Vatersland aussi. C'est-à-dire, dans Vatersland, c'était pas je veux dire, je passais 2 jours dans le train, je choisis l'endroit où je vais mettre la caméra. Précis, hein. Et après, une fois que c'est ça, c'est le hasard, parce que tu fermes tu choisis une fois ton cadre, après c'est complètement le hasard. Mais c'est-à-dire mettre un cadre précis pour permettre le hasard de dire son nom. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est l'idéal quand ça marche. Pour le cadre et pour la lumière. Quand ça peut. Quand ça prend. Oui. Et puisqu'on y est, même dans ce film-là, et j'ai décidé de filmer les fleurs. Ah oui. Donc, en attendant, j'ai décidé de filmer les fleurs. C'est grâce à Catherine qui a dit que pour le film précédent, Des mots qui restent, elle m'a dit oui, mais d'habitude il y a des fenêtres et puis on voit l'extérieur, et dans Des mots qui restent, volontairement, mes fenêtres étaient les textes. C'est-à-dire que l'écriture en hébreu, qui pour moi est carrée, que ce sont des fenêtres, l'hébreu. Hein. Ça ne marche pas pour moi, pour les autres langues. Donc je voulais que dans Des mots qui restent, les lettres hébraïques, pas en hébreu, c'est-à-dire en fait les lettres hébraïques, les langues,
toutes les langues écrites par les lèvres hébraïques, ça va être les seules images qu'il y a. Donc Catherine était un peu pas contente. et du coup, j'ai dit, bon, pour le prochain, je reste que dehors et il n'y a même pas de fenêtre. Mais c'est-à-dire pendant 1 an, j'étais obsédée, je filmais que des fleurs. Tu vois, même au bout d'une rue, c'est-à-dire que je filmais les fleurs, quand il y a la bonne lumière, le bon cadre, etc. Et ça, je fais pendant 1 an. Et les gens que j'interviewais, ça faisait en quelques jours. C'est-à-dire, on a préparé tout, mais les tournages étaient rapides et tout était, je veux dire, bon, ça se faisait très, très vite. Mais les fleurs, je fais que ça, et il fallait que arrive cette même chose qui est comme un moment de grâce, que j'attends bon, que je suis toujours, j'espère toujours qu'il arrive, quoi. Et que tu le saisiras. Que je serai, ce que j'espère que je serai là au rendez-vous. C'est mon seul souci quand je filme, que je serai là, que je serai au rendez-vous. Mais je ne sais pas lesquels. C'est-à-dire que tous les autres moments qui sont passés dans le monde, ils sont tous qui n'est pas ces moments-là, on est d'accord. Comme si un cadre, qu'est-ce que c'est un cadre? C'est tout, en fait, c'est le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde entier, à part ce qui est à l'intérieur de ton cadre. Mais tout le reste, c'est hors champ, on est d'accord. Tout, c'est hors champ, et il y a juste le bout qui est dedans, qui est ton cadre. Oui, d'accord. Dans lequel tu espères que le hasard va avoir sa place. Ouais. Alors, ça arrive quand tu filmes des fleurs, ça arrive quand tu fais parler les gens. Je me souviens que tu m'avais dit dans un passage, je crois que c'est dans D'une langue à l'autre, c'est Meir Wieseltier qui... Rappel, bravo. Qui raconte son histoire et je ne sais plus pourquoi, tu lui dis de recommencer et là il se passe quelque chose de totalement différent. Et là c'est un peu la même chose en fait, c'est un peu quand tu parles de la lumière qui rentre dans le cadre tout à coup. Mais avec Meir, il m'a raconté son histoire et qu'il m'a déjà raconté avant, que j'ai connu, où le centre était qu'il a dit qu'il a assassiné la langue maternelle, le russe, parce qu'il voulait devenir écrivain. Et il est devenu poète très important en hébreu. Il a dit, il fallait que j'ai assassiné. Moi, je lui ai dit, tu te rappelles, tu as dit que tu as tué ta langue maternelle. Il m'a dit, je t'ai pas dit que je tuais, je t'ai dit que j'ai assassiné. Tu vois, bon. C'est-à-dire que c'était volonté, parce qu'il a dit que sinon, elle aurait dérangé. Parce que, bon, c'est assez rare qu'on écrit la poésie dans des langues qui n'est pas la langue maternelle. Sauf que, parce qu'on dit toujours Beckett, c'est-à-dire lesquels c'est Nabokov, etc. Tandis qu'en Israël, ils étaient tous, mais pas la génération de Meira, la génération d'avant, ils étaient tous d'une autre langue. Et ils ont écrit la poésie en hébreu extraordinaire. Et là, j'essayais encore de trouver dans D'une langue à l'autre des gens qui écrivent dans la langue qui n'est pas leur langue maternelle. Donc, Meir raconte qu'il a assassiné, etc. Tout allait bien, et j'ai dit, faisons une autre, juste pour avoir une autre, comme je t'ai dit. Mais contrairement dans les autres, que la deuxième n'a pas marché, là, dans la deuxième, il me raconte cette histoire de Pouchkine, qui savait par cœur Pouchkine et Lermontov. Et quand il avait 5 ans, parce qu'ils étaient envoyés en Sibérie, et que sa sœur, la grande sœur qui avait rien à faire, et elle a appris au petit, par cœur, qui avait 5 ans, Pouchkine et Lermontov. Donc il montait sur une chaise, quand il y avait, comme ça, j'imagine, du monde, et il a dit Pouchkine et Lermontov, par cœur. Après, il a oublié la langue complètement, il ne parle pas un mot de russe, mais il écrit la poésie en hébreu, et il découvre plus tard qu'en fait, il retrouve la musique de Pouchkine et Lermontov. C'est extraordinaire. Dans sa poésie, la musique. Il ne parle pas la langue, la musique. D'ailleurs, c'est le film Des mots qui restent.
Absolument. Et que je dois dire que Jacques est là, il a écrit... Et tu as écrit peu de temps après la mort de ton père, qui était un des derniers... Qu'il est mort à 100 ans, ton père? Quel âge il avait? Quel âge il avait, ton père, quand même? 100 ans, je ne me trompe pas. Et qui parlait la Haketia, hein? Ouais. Qui est une de cette langue extraordinaire qu'on parlait seulement au nord du Maroc, hein? Qui est un judo-espagnol, parlait seulement... Donc ton père parlait le Ra. Oui, il parlait ça, mais moi je ne savais pas qu'il y avait des autres des langues comme ça. Je ne savais pas que Thessalonique il y avait, qu'il y avait... Ouais, qu'il y en avait partout, en fait. Ouais. Ouais, ça. Moi non plus, je ne savais pas. Ah, c'est vrai? Oui, oui, je ne savais pas du tout. Je croyais que ce n'était que cette communauté très petite de juifs séfarades à Tanger qui parlaient ce langage. Et non, il paraît qu'il y en a beaucoup. Mhm. Et Myriam, toi, ton père est né à Tanger, mais il n'a pas parlé la Haketia, non? Mais en fait, c'est le judo espagnol parlé au nord, mais dans trois, à Tanger, hein? Oui, Casablanca aussi. Non, mais c'est-à-dire que... Parce que Jacques a fait les sous-titres en anglais, Ouais. et du coup, il découvre... Ouais, mais vous le dites très bien, ouais. C'est très beau votre texte. Ouais. Mais que son père était un des derniers parlants de Haketia, non? J'aurais dû aller le voir. Mais... C'était un type un peu difficile, je sais pas. Mais je t'avais demandé, je ne sais pas, demande-lui si, je ne sais pas quoi. Je me rappelle qu'il y avait une mission. Qui était dans le film, et je lui demandais, qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire tel mot? Ouais, tel mot, et le deuxième. C'est bon. Bon, alors- J'étouffe le type qui me traduit le film du français en anglais. Son père parle la Haketia. Il faut le faire, hein? À propos de hasard. Bon, alors du coup, moi, ça me fait revenir à la première citation de Benjamin qu'on avait dite, quoi. Et c'est ce que je te disais. Ah oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que ça se passe dans la langue, dans le feuilletage de la langue. Alors, il y a Michel Sinapi qui est là et je lui disais combien j'avais été très sensible à la manière dont elle définissait le yiddish comme étant déjà une traduction. Et Si oui, t'en c'était Batia. Batia Baum. Si t'en Et le feuilletage du Si t'en yiddish... arbre Batia, comme arbre Batia. Batia. Ah, Batia Baum, donc Baum, arbre Batia. Et le feuilletage en fait des personnes quoi, qui sont donc elles sont hantées par des langues qu'elles ne parlent pas et ces déchets de l'histoire ils sont aussi là en fait, ils sont pas simplement dans le passage à Nunbi, mais ils sont effectivement là dans une mémoire que tes films font apparaître, parce que ce hasard il est aussi là en fait. Mais je pense à la dernière dans le film Lettres errantes. Dans Lettres errantes. Non, dans Des mots qui restent. Des mots qui restent, ouais. Qui a Nat Pic. Et elle sait rien de la langue que sa mère et sa grand-mère ont parlé, qui est le judo persan. Qui est le judo persan. Donc, elle a attendu les deux femmes qui avaient 13 ans de différence entre elles, la mère et la grand-mère, qui étaient tout le temps en train de parler cette langue et faire la bouffe en même temps. Donc, pour elle, c'était complètement lié à manger. Et cette parole, elle est devenue performante de poésie sonore, qui ça s'appelait. Et elle a fait, à partir de ces sons-là, elle fait, à la fin du film, la poésie sonore. Oui. Et du coup, dans le film d'après, dans celui-là, dans Lettres errantes, ça commence avec la poésie sonore, où c'est Jaap Blonk qui chante la Ursonate de Schwitters. De Schwitters, le peintre Schwitters qui a écrit la Ursonate pendant 10 ans, entre 23 et 32, il a écrit cette Ursonate. On attend c'est la poésie, c'est le début de la poésie sonore, à laquelle
appartient à Nat, mais elle a fait avec le son du persan, du judo, mais du persan, quoi. Et le film d'après, il commence avec... Oui, c'est pour ça que je te disais, tu déconstruis au fur et à mesure... J'ai même voulu au départ que ce soit elle qui chante la Ours Sonate, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la Ours Sonate. Mais après, finalement, c'est... Et alors, le passage que tu passes de la Ours Sonate est très, très, très beau, parce que c'est un souffle. C'est comme la lettre R, et c'est un souffle, en réalité. Et alors, effectivement, la lettre R, qui en hébreu, c'est roar, voilà, et qui veut dire le vent. Le vent. Donc, on a dit, il y a Yap Blond qui improvise tout au long du film sur le fleur. Mais Georges Bloch, qui était celui qui était responsable du son, il lui a dit d'improviser à partir de l'air. A-I-R. Donc, tout est basé sur ces rouards-là, mais ce qui était encore incroyable, que quand j'ai mis la Ours Sonate sur les plantes, comment c'était, je ne sais pas. C'est des foins, c'est des blés. Oui, mais les bouts des blés, c'était à Saint-Malo, où à côté. C'était la rue, au milieu de la rue. Ah oui, il y avait un petit bout comme ça, où il y avait ce qui ressemble au blé, mais comme le vent était dedans, je filmais. Après, j'ai mis la Ours Sonate, et c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que c'est lui, mais vraiment, ça a l'air synchrone complètement, que le son qui sort de sa bouche fait bouger le blé. Les blés, oui. Mais c'était synchrone complètement, et ça, c'était absolument incroyable, quoi. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Parce qu'on dirait que ça... Et c'est comme si... R. Le R. Donc on est passé du silence au souffle, peut-être. Est-ce que vous... le souffle, oui. Parce qu'en hébreu, rouar, c'est l'esprit et le vent. Ouais. C'est aussi l'esprit. Alors, est-ce que l'esprit... Est-ce que l'esprit erre parmi vous? Maintenant, on ne peut plus parler. Oui, c'est ça. Juste... Ça intimide tout le monde. Mais c'était juste un jeu de mots, hein, c'est pas... Marianne, oui. Je ne veux pas t'interrompre, mais on peut aussi faire... C'est ce qu'on essaye. Ah, d'accord. En fait, vas-y. Mais... On disait justement, est-ce que... On les a pétrifiés. Ouais. Et toi, Manfred? Moi, je connais tout ton œuvre. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions. Tu veux dire qu'elle arrive à refaire... Oui, pour revenir à cette très belle transition de la parole au silence qu'a évoqué Marianne, je voulais dire aussi que Aaron Appelfeld l'a fait lui aussi beaucoup en évoquant le silence comme étant la partie la plus importante de sa littérature. Voilà, il dit exactement, le silence est le langage le plus fort. Les mots peuvent cacher, recouvrir, vous tromper, vous trahir. Le silence, jamais. Deux personnes qui restent en silence se transmettent l'une à l'autre bien plus que ce que peuvent dire les mots. Voilà, c'était juste pour rejoindre les propos de Marianne. Qui veut... Non, moi, j'aurais peut-être une question pour toi, Nourit, par rapport, mais pour revenir à l'ouvrage aussi, de voir comment sont structurés sorte de déroulé comme ça de chaque film, c'est-à-dire qu'il y a un prologue, un petit résumé, quelques petites interventions comme ça sur le film, puis et après, alors ça varie, il peut y avoir des correspondances, il peut y avoir oui. Comment vous avez tricoté ça? Parce que Philippe, l'éditeur, a dit mais je vais entendre ta voix.
il a insisté, tandis qu'on a dit oui, on va mettre tout le monde, etc. Il était un peu comme ça, d'accord, tout le monde, mais moi je vais entendre ta voix. Hein, oui, je vais entendre ta voix. Donc c'était un peu, du coup, on a mis dans le film les prologues ou l'épilogue dans lequel il y a ma voix. Mais les participations qui suivent en général, ce sont des les gens qui ont commentent. Écrit, qui commentent. Parfois, c'est des correspondances aussi, des lettres qui te sont adressées. Parfois, c'est des lettres, mais assez peu. Mais c'est basé surtout de ce que les gens ont dit au cinéma. Et les rencontres filmées. Oui, pour on en a fait des textes. D'accord, ok. Donc la plupart, les gens ont retouché leur propre texte et parfois c'est les éditrices qui ont touché un peu, mais c'est quand même basé. De temps en temps, il y a des textes qui étaient écrits spécialement. Par exemple, Jacques a écrit un texte spécial pour ici et là. Il y a des gens qui ont écrit exprès, mais la plupart des textes viennent et que c'est un peu, oui, c'est ça qu'on a dit, c'est un peu. C'est-à-dire que quand je fais les films, déjà, c'est-à-dire que c'est un peu talmudique ce que je dis toujours, parce que c'est au départ, il y a une idée que j'ai sur un sujet, je vais aller voir des gens que j'ai choisis par rapport à ce sujet, ils commentent donc le sujet, et ils parlent surtout de eux, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent d'eux, qui parlent... Et puis après, au cinéma, il y aura des gens qui vont commenter les commentaires, etc. Et maintenant, on commente. Après, les livres fonctionnent pareil. Après, nous, ici, on commente les commentaires, des commentaires, des commentaires. Et si on regarde une page de Talmud, elle est faite comme ça. Au centre, il y a les textes de la Mishnah, et il est comme une fenêtre, parce qu'il est carré. Autour, il y a les commentaires. Autour, il y a les commentaires. Et il y a les gens qui commentent, ils sont de Rabbi machin, qui sont des époques différentes. Après, ça s'ajoute comme ça, autour. Et après, on ajoute, après, on écrit, celui qui étudie les Talmuds, il écrit dedans encore ses commentaires à lui, à telle chose. Donc, c'est en fait quelque chose qui va à l'infini, parce que maintenant, on fait. Et les livres reprend ça. Donc, mais il est déjà, les films, les rencontres, et je peux pas, parce que parfois il y a des choses que je peux pas mettre dans un film, et je dis tant pis, je peux pas le mettre dans un film parce que ça va pas dans le style. Je me dis tant pis, on va en parler dans, par exemple, la lettre de Sholem. Je dis tant pis, parce que la lettre de Sholem, elle était là, dans ma tête, mais je voulais pas citer avant en exergue parce qu'on n'aurait rien compris. Et à la fin, je ne voulais pas citer parce qu'on aurait cru que je suis d'accord avec la lettre, ce qui n'est pas évident pour moi. La lettre reste pour moi mystérieuse et je me pose depuis très longtemps, oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, mais tu peux nous resituer cette lettre de Sholem. Peut-être toi, choisis parce que les documents, il est là, il est à la fin. Attends, j'ouvre le... C'est une lettre écrite en 35. En 26. Avec Sholem à Rosenzweig, et qui fait partie d'un livre. C'est une lettre qui fait partie d'un hommage rendu à Franz Rosenzweig, qui était malade. Il souffrait de la maladie de Charcot. Et pour son 40e anniversaire, tous ses amis préparent un livre et donc des contributions finalement pour faire un livre hommage à Rosenzweig. Et Sholem, qui est parti en 23 s'installer en Palestine mandataire, Sholem, qui était donc sioniste, écrit à Rosenzweig, qui lui était antisioniste. Et cette lettre s'intitule Une confession, parce qu'elle a été écrite suite à la dispute qui avait un petit peu abîmé leur amitié, la divergence entre le sionisme et la diaspora. Et donc Sholem aborde donc ce sujet où il dit que notre pays est comme un volcan où bouillonnent les langues. Oui.
Oui. On peut lire la lettre, si vous voulez. Non, mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il repose le problème à partir de la langue, en fait. À partir de la langue de l'hébreu, très précisément, qui provient d'une langue sacrée. Et il écrit la lettre en allemand. Et il écrit la lettre en allemand, ouais. Donc, il écrit « Ce pays est pareil à un volcan où bouillonnerait le langage. On y parle de tout ce qui risque de nous conduire à l'échec, plus que jamais, et plus que jamais des Arabes. Mais il existe un autre danger, bien plus inquiétant que la nation arabe, et qui, excusez-moi, je vais très très mal, qui est une conséquence nécessaire de l'entreprise sioniste. Qu'en est-il de l'actualisation de la langue hébraïque ? Cette langue sacrée, dont on nourrit nos enfants, ne constitue-t-elle pas un abîme qui ne manquera pas de s'ouvrir un jour ? Certes, les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient avoir sécularisé la langue hébraïque, lui avoir ôté sa pointe apocalyptique. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Voilà, et je m'arrête là, mais voilà, c'est la question qui soulève, terrifiée d'ailleurs. Il dit quelque part dans la lettre que la langue va se révolter contre ses parlants. Ouais. Et moi, un jour viendra où la langue se retournera contre ceux qui la parlent. Nous connaissons déjà de tels instants qui nous stigmatisent. Non, c'est surtout, c'est ça, non ? Ouais. Qu'elle va se révolter contre les parlants. Oui. La question, bon, et je l'ai laissé en disant, ce jour-là, aurons-nous une jeunesse capable de faire face à la révolte d'une langue sacrée ? Donc, je laisse ça ouvert, comment c'est lié avec ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, mais bon, je ne veux pas entrer là-dedans, mais quand même, souvent, j'essaye de me dire, parce que je crois qu'il y a une intuition par rapport à quelque chose qui concerne la langue. Tu veux dire quelque chose, toi ? Non. Non, parce que Jacques va intervenir à New York. Il y aura une rétrospective à la fin d'avril. Il va intervenir dans deux livres, dans 2 tables rondes. Et ça va être autour des langues sacrées aussi. Et oui, c'est-à-dire que je crois que c'est une discussion qui doit se faire si on parle que de ce film-là. Mais moi, je sens intuitivement qu'il se passe quelque chose, voilà David, qu'il se passe quelque chose à propos de ça. De la langue, qui se révolte, la langue sacrée, mais bon, chez lui, je crois qu'il y a une dimension mystique dedans, mais quand même que la langue, qu'on ne peut pas parler comme ça une langue sacrée, que la sécularisation de la langue, ça ne se passe pas sans qu'il y a des effets, je crois. Bon, je dis... Et je crois... Je pense que tu connais, Nourit, l'interprétation qu'on a faite Marc-Alain Ouaknine il y a peu de temps. Oui. Il y a toute une étude de cette lettre, et où il dit que le problème, finalement, ce n'est pas que l'hébreu ait été sécularisé, le problème, c'est qu'on ait oublié l'autre partie de la langue, la partie sacrée. Je ne crois pas qu'on a oublié, parce que là, je ne veux pas rentrer dans la discussion, mais ce qui est dit, c'est le contraire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens prennent la langue sacrée, ils mélangent, je crois qu'il y a une confusion de niveau de langue, et que c'est un mélange ce qui est du sacré avec ce qui est en ce moment. C'est-à-dire que les gens sortent avec des textes, et Roy Greenwald parle dans non, c'est pas dans celui-là, oui, c'est dans celui-là. Et langue sacrée. Et il dit qu'il y a un mélange de niveaux de langue, qu'on prend à la lettre. Je crois que, disons, mais je ne veux pas rentrer parce que c'est un langue qui comprend à la lettre, les textes sacrés, et on mélange avec la langue parlée. C'est-à-dire que, comme si c'est du même niveau. C'est ça. Pour moi, il y a une confusion c'est pas une confusion de langue, mais c'est une confusion de niveau de langue. Oui, tu dis que tu ne veux pas y aller ou tu ne veux pas rentrer dans le débat, mais en même temps, malgré toi, j'ai envie de dire, et avec tes films,
on y entre, on est dans l'actualité. D'ailleurs, Marianne en parle dans son introduction, et c'est quand même une vraie question de savoir, de proposer ce livre-là, tes films, aujourd'hui, ça n'est pas anodin. On est en 2025, on sait tout ce qui se passe, la situation au Proche-Orient qui est complètement catastrophique. Et quand on voit tes films, moi, quand je les vois, c'est plus... C'est toi qui parles, Nourit? C'est ton portable. C'est toi qui me réponds. Oui, c'était ton portable. C'est ton portable. Donc, vous voyez qu'il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Non, hein. ça s'appelle la nouvelle technologie. C'est des fantômes. Mais est-ce que c'est des fantômes, non? De fantômes numériques, oui. Il y a encore ça à gérer. Alors, non, ce qu'il y a, c'est que... ça, c'est une question par rapport à notre actualité. Je trouve que tes films ouvrent des portes. Tes films... Alors, tu peux, parce que sinon le fantôme va nous... Vas-y. Tais-toi. Voilà. Si j'éteins le son... Mets-toi en mode avion. Ça sera mieux. Il est sur mode avion. Ah bah oui, c'est inquiétant. Donc non, mais voilà, comment ton cinéma nous aide à penser notre époque. Voilà, si j'avais... Oui, mais c'est-à-dire que j'espère qu'en voyant les films, etc., on s'est fait des idées sur des choses, mais moi, personnellement, j'arrive pas... j'ai des bribes par rapport, c'est-à-dire des bribes d'association par rapport à ce qui se passe maintenant, mais moi personnellement, j'arrive pas mais je trouve que c'est tellement complexe que je n'arrive pas, mais je sens qu'il y a des bribes qui me travaillent tout le temps, qui sont là et qui me... Il me semble que ce que fait Nourit dans ses films, en fait, elle sécularise la pensée de Cholet, précisément. Et ce qu'il traite très très rapidement au début de sa lettre, c'est-à-dire il y a la question des Arabes, mais il y a une question plus alarmante ou inquiétante qui est celle de la langue. Elle retourne aussi à la question de la présence arabe et de la langue arabe, justement, dès le début, en fait. Et ça, c'est une manière à la fois d'accompagner Cholem, de l'emporter avec soi, mais aussi de séculariser sa pensée. C'est-à-dire qu'il y a encore cette dimension de la langue sacrée qui menace. Il y a l'idée d'une catastrophe qui plane. Et plusieurs locuteurs, en fait, dans plusieurs de ces films, évoquent cette possible catastrophe avec presque des mots d'exorcisme pour y échapper. Et donc c'est là, dans la mémoire de chacun, il y a cette très belle image de Roy à laquelle tu faisais allusion, qui dit que les langues se brouillent dans la bouche, les niveaux, le sacré et le profane. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais je me souviens de l'image du bruit, s'embrouille dans la bouche, et il dit c'est la beauté et le danger. Oui. Et c'est ça que tu montres, je crois, dans tes films. C'est-à-dire que c'est très difficile à démêler, et pourtant tu nous invites constamment à démêler la beauté et le danger politique. Oui, merci. Et moi, je vais rajouter... Tiens. Et aussi, tu as des gens qui s'insurgent contre un usage profane de la langue sacrée et qui rappellent la beauté de la langue sacrée quand elle reste sacrée. Que certains mots perdent complètement, je sais plus, voilà, perdent leur sens en fait, en quelque sorte, quand ils sont utilisés à un usage politique, à un usage univoque. Elle donne l'exemple, et c'est à l'époque, elle parle de purification. Voilà. Mais ça s'est dit aussi en français, mais purification de lieux, quelque chose comme ça, purification de lieux. Et on sait, mais en français, comment on dit nettoyer les terrains. C'est la même chose, mais elle dit, mais le mot, ça vient de pur, et pour elle, pur, c'est le travail qu'elle imagine,
qui est très important dans les temples dans les temples. Mais moi-même, quand elle a donné cet exemple de pur, et que j'ai l'impression qu'elle croyait que ces purs existent, hein, et moi j'ai toujours des problèmes avec les purs, même quand Benjamin parle de la pure langue, je suis toujours un tout petit peu, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi, hein. Et elle, quand elle donne ces exemples-là, j'étais de la même manière, je dois avouer, un peu gênée qu'elle a donné juste ces exemples-là, parce que les côtés purs de la langue sacrée, ça m'a... Alors, pour le pur de Benjamin, Oui. c'est aussi, tu as une réaction première par rapport à quelque chose où en fait, cette pureté, c'est l'ordre du langage, mais il y a toutes les langues. Et c'est un mélange c'est dans l'interlangue en fait. C'est pas une langue, une seule langue. Oui, pure. Ça c'est sûr. C'est que c'est un niveau du langage pur par rapport au niveau instrumentalisé, objectalisé du langage tel qu'on l'emploie. Des langues. Voilà. Et oui, mais moi, évidemment. Non, mais ça se joue entre les langues. Mais quand même, il les nomme purs. Il les nomme purs. Il aurait pu les nommer autre chose. Bon. Pur a été sali par quelque chose auquel il a assisté, mais il est mort avant que ça prenne... voilà. Donc il le garde dans ce sens exactement comme... Viva Pedrea. Exactement, ouais. Je précisais que c'était spécialiste de Benjamin, c'est ça, de Walter Benjamin, où tu l'as traduit, hein, je crois, pour le Victoire. Voilà. Mais non, mais moi, et Jacques aussi. Bon, on a beaucoup de spécialistes. Non, spécialiste de Benjamin. Non, mais ce qui m'intéresse aussi, je pense à par exemple ton film Des mots qui restent, où justement on est dans des dialectes judéo-arabes et on est dans quelque chose d'impur pour le coup, et dans du mélange et dans du lien, et c'est intéressant dans la pureté qu'il puisse y avoir l'immense beauté et la destruction et la négation de l'autre, oui, et dans ces origines-là, ces racines mêlées. C'est en ça que je dis tes films me font du bien. C'est-à-dire qu'ils me donnent à voir toute une histoire, même si ce sont des dialectes qui disparaissent petit à petit, mais toute une histoire commune et qui a su se marier, quoi. C'est en ça que ça nous pense. C'est vrai aussi par rapport à la langue arabe, parce que moi je voulais, quand j'ai proposé à Arte, ils n'ont pas voulu, une soirée thème langue sacrée, langue parlée, et je dis dans la première partie de la soirée, je voudrais qu'on parle de l'arabe, parce que la question d'arabe, la non-volonté des dialectes, ou comme on peut les appeler, parce que normalement, et dans mon film Traduire, les Palestiniens à l'Akhlikhal, il en parle qu'il voudrait faire comme l'hébreu, dans lequel il va un jour écrire dans la langue parlée. Et on n'écrit pas dans la langue. Donc lui, il a dit, je suis arrivé jusqu'à écrire les dialogues en arabe, parlé, mais entre les dialogues, il dit un jour je voudrais écrire aussi en langue dialectale, et que ce qui s'est passé avec les printemps arabes, et par exemple en Tunisie, on ne voulait pas qu'on parlait tunisien parce qu'il y a trop de mots de toutes les langues dedans. On veut l'arabe pur, c'est-à-dire on veut que reste l'arabe pur. Et moi je pensais vraiment faire une soirée thème arabe-hébreu, c'est-à-dire moi je me dis je propose des films en dernière partie de la soirée, où personne ne va regarder, et on va mettre l'arabe, et Arte a refusé. Oui, et c'était il y a 20 ans, à peu près un peu. Bon. C'est-à-dire que je pensais que ça aurait été vraiment, vraiment intéressant de faire une soirée thème, langue sacrée, là on parlait, sur les deux langues, parce que c'est pas ce qui se passe dans les deux cas, c'est la base, c'est comme dit Gramsci, que ça, c'est l'occasion peut-être de les citer. Oui, mais c'est très joli, parce que Gramsci, dans le même 35, dans l'année 35, dit que dès qu'on parle... C'est dès qu'il y a un problème avec les langues, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'exprime. Attends. Je ne vais pas le trouver. Mais il est dans le... Voilà. Chaque fois qu'affleure d'une façon ou d'une autre la question de la langue, cela signifie qu'une série d'autres problèmes sont en train de se poser. C'est-à-dire chaque fois qu'on parle, et c'est en même 35 où on a cité la citation de Benjamin à Cholem. Qui écrit à Cholem, c'est la même année. Bon, Gramsci et Benjamin, 35, hein.
juste avant que, hein. Mais absolument. Oui. Non, mais je voudrais généraliser, ça permettrait de sortir de la difficulté. C'est qu'il y a toujours eu, enfin, dans l'histoire humaine, il y a toujours eu cette bataille entre la langue sacrée et la langue parlée. Le premier exemple, c'est Copernic. Copernic et les théologiens. Voilà. Et effectivement, il faut la séparation. Comme il y a la séparation de l'Église et de l'État, il faut séparer ses pouvoirs, il faut séparer ses langues. Et, oui, non, mais il ne faut pas que la langue sacrée devienne prescriptive dans la langue parlée. C'est-à-dire qu'elle soit comme citation et comme... Enfin, si la langue sacrée dit que la Terre est le centre du monde, ben, ça s'impose dans la langue parlée. Voilà, donc il ne faut pas que la langue sacrée s'impose dans la langue parlée, qu'elle reste poétique comme elle a toujours été. Je ne crois pas que ça se soit posé en grec, ça. Je ne crois pas qu'il y ait eu de langue sacrée en grec, hein, vraiment. Il y a eu une langue poétique, mais comme il n'y a pas eu de texte sacré dans la sphère grecque. Et Copernic, il a écrit en polonais, pour refuser justement l'écriture latine qui était la langue sacrée. Et Descartes en français au lieu du latin aussi. C'est-à-dire qu'en hébreu, c'est très, c'est-à-dire il faut se dire que c'est très, on utilise les mêmes mots. Je parle, c'est pas la même syntaxe, mais les mots. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est la même langue. Hein. Pour moi, c'est la même langue. Il y a des... Il y a juste une anecdote assez merveilleuse de Marc Anawakni pour parler de langue sacrée, langue profane, où il raconte qu'il arrive à Jérusalem, il prend un taxi. Et puis, à la fin, le chauffeur de taxi lui demande « Atarotse Kabbalah », ce qui veut dire « Veux-tu un reçu ?» Et lui, il est épaté parce qu'il se dit « Mais c'est incroyable, même les chauffeurs de taxi connaissent la Kabbale, quoi. » Parce que Kabbalah veut dire « reçu ». Exactement, c'est exactement le même mot. C'est vraiment... Parce que les Kabbales, c'est recevoir. Donc, c'est un reçu. Et la Kabbale, c'est un reçu. On a reçu, hein. Donc c'est exactement le même mot, hein, et c'est vraiment le même mot. C'est-à-dire qu'il y a... et c'est ça, moi je trouve encore que c'est ça qui se passe en Israël en ce moment, qu'on mélange le niveau de langue et on prend à la lettre la Bible comme si... même les mots, c'est les mêmes, parce que je prends un mot « âme » qui veut dire « peuple ». On est pensé des peuples bibliques à comme si c'est la nation, etc. C'est-à-dire que comme si peuple et nation, et la nation moderne et tout ça. Je crois qu'il y a... Bon. Mais c'est vraiment à travailler, à travailler. Et évidemment, je parle des religieux nationalistes qui tirent maintenant, là, eux qui tirent le... C'est eux qui ont les drapeaux... Même s'ils sont une minorité, c'est eux qui ont le pouvoir maintenant, quoi. Bon, alors c'est vrai que ton cinéma travaille exactement à la déconstruction de ça et au contraire à l'ouverture poétique de la langue et, j'espère. Et de l'interlangue, en fait. Ouais. Oui, l'interlangue, c'est le plus... Et c'est ça, bon, on ne va pas revenir à Benjamin, parce que c'est dans les inter. Voilà. Oui. Peut-être conclure, passer à la dédicace et puis discuter de manière un peu plus informelle, comme ça, entre nous. Ça vous va, ça va à tout le monde, oui. Ah. Non, mais ça va très bien. Pourquoi ça va très bien? Non, c'est bon, c'est parfait. Non, mais on continue à discuter tranquillement, ça va très bien. Je ne veux pas créer de frustration. Je suis frustrée que Marianne n'a pas fini. Mais dis encore, tu ne voulais pas dire un? Non. Oui. Silence. Donc, on va remercier. Merci, un grand merci à Marianne Dautrec. Merci Nourit.
Donc le livre est en vente à la caisse et puis Nourit, tu feras la dédicace.